Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à gagner en efficacité et à se libérer du temps pour s'épanouir dans leur business et dans leur vie. Je m'appelle Milena et je suis coach en productivité et organisation. Ici, je vous partage mes conseils, méthodes et astuces pour devenir plus productive et développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver pour aborder aujourd'hui un sujet qui nous touche toutes et qui est essentiel, je pense, à comprendre, c'est le stress. Bon, je suis toujours trop contente de vous retrouver en même temps, Et du coup, en plus, pour parler de ça, je ne suis pas toute seule aujourd'hui puisque j'accueille Sarah sur le podcast. Donc Sarah avec 2 R, Sarah Saidi, qui est à la fois consultante en stratégie et organisation d'entreprise, mais aussi et surtout experte de la respiration et de ses effets sur le bien-être. Donc Sarah, elle a quitté son CDI il y a 6 mois pour se consacrer à son projet de cœur, contribuer à un monde plus apaisé et joyeux. Et d'ailleurs, ça se reflète très bien dans ses contenus, plein de peps, plein de couleurs, plein de bonne humeur. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et dans cet épisode, elle nous partage son point de vue sur le stress, les différentes sources de stress, comment est-ce qu'on peut le gérer et même en faire son allié, notamment avec des techniques en fait très simples de respiration. On va parler aussi d'organisation, de charge mentale, d'équilibre pro et perso, de savoir dire non. Bref, un épisode plein de valeurs à aller écouter d'urgence. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec mon échange avec Sarah. Bonne écoute! Hello Sarah et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives. Salut Milena! Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, je te remercie. Et toi? Au top! Nickel, trop contente de t'avoir sur le podcast du coup. Tout pareil, je suis vraiment ravie d'être ton invitée et je suis vraiment ravie de te retrouver pour parler d'un sujet qui m'est cher aujourd'hui. Un sujet qui t'est cher et qui, je pense, concerne tout le monde, à peu près, tous les entrepreneurs. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes et je pense qu'il y a plein de conseils à leur donner qui pourront être très utiles au quotidien. Je vais faire de mon mieux à 4e accord Toltec. Mais avant de commencer, est-ce que d'abord tu peux te présenter, s'il te plaît, de la manière que tu préfères? Oui, écoute, Milena, je vais me présenter assez simplement. Je m'appelle Sarah avec 2 R et je dis que c'est parce qu'ici on respire. Donc je suis sophrologue et praticienne breathwork. Je m'intéresse au pouvoir de la respiration sur le bien-être. Je me suis vraiment nichée et de plus en plus nichée sur la respiration, sachant qu'au départ, je viens du monde de la banque qui n'a rien à voir. Donc j'ai démarré dans l'audit, puis dans le conseil en organisation et en stratégie d'entreprise. Je me suis un peu ennuyée au travail et du coup je me suis formée à côté. Ça m'est venu d'abord avec les cours de théâtre, de sport, de yoga, et puis je me suis intéressée à une discipline qui alliait vraiment le mental au physique, et cette discipline-là, c'était la discipline de la respiration. Et au départ, ça me faisait très bizarre de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que je vais vraiment pouvoir m'afficher en disant que je fais respirer les gens alors que c'est l'acte le plus naturel? Et puis finalement, oui. Finalement, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette histoire de respiration, de breathwork? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Oui. Moi-même, il y a quelques mois, je ne savais pas ce que c'était. Tout simplement parce que en fait, c'est un ensemble de techniques. Breathwork, c'est vraiment juste travailler sa respiration en réalité. Et en ce moment, c'est de plus en plus à la mode parce que ça débarque dans les milieux francophones, sachant que c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps dans certains pays, depuis les années 70 aux États-Unis. Donc déjà, la respiration, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un rythme, inspire, expire, apnée en 3 temps. Ne pas oublier l'apnée. Et c'est l'acte tout simple qu'on fait, mais en réalité, c'est vraiment un outil puissant pour le contrôle de soi. Et donc, dans les milieux où on s'occupe de notre bien-être, aujourd'hui en Occident, on a commencé à s'y intéresser parce que ça nous est venu du yoga avec les pranayamas, mais en Orient, on s'intéresse à la respiration depuis beaucoup plus longtemps.
Donc avec les pranayama au yoga, on dit c'est super. Puis ensuite Wim Hof, qui est aux Pays-Bas, qui est un vieux monsieur qui se fait des bains de glace et qui a énormément eu la côte pendant la période Covid parce que justement lui il arrive à avoir des Guinness, des records du monde grâce à sa respiration. Donc il a eu des records d'apnée, d'exposition au froid, etc. Et donc lui, il est même passé sur Netflix, donc ça a fait un peu un phénomène de mode. Aujourd'hui, il organise des stages bien-être. Tout le monde a commencé à s'y intéresser. Et en plus, il y a eu quelques influenceurs plutôt connus dans le monde du bien-être, comme Suzanne Barry, qui est ma prof, comme Chloé Bloom, qui ont amené justement cette pratique de breathwork. Donc, il y a une sorte d'effervescence autour de cette histoire de la respiration dans le monde Instagram et dans le monde aujourd'hui. Mais en réalité, breathwork est un ensemble de techniques. Alors juste spécifiquement par rapport au breathwork, qui est quand même aujourd'hui le plus connu sur Instagram, c'est quand même une technique en réalité de libération émotionnelle. C'est une technique spécifique dans l'ensemble de techniques de breathwork en fait. Donc aujourd'hui, quand les gens disent breathwork, ils pensent plutôt à ça que à tout l'univers breathwork. Ok. Et du coup, donc là, il y a une technique en particulier, donc c'est pour libérer ses émotions, j'imagine, technique de libération émotionnelle, si je comprends bien les mots. En fait, pour t'en dire un peu plus, c'est une technique par hyperventilation. En gros, dans la vie de tous les jours, il faut respirer par le nez, il faut pouvoir respirer en gonflant le ventre à l'inspiration. Ça, c'est une respiration qui est correcte. C'est la respiration qu'il faudrait avoir. Mais si on utilise cette technique-là, en fait, d'hyperventilation, il y a d'autres personnes qui l'appellent respiration holotropique, donc par la bouche dans le ventre. En fait, on s'hyperoxygène et quand on s'hyperoxygène, on défie le mental qui, lui, est totalement perturbé, se dit qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à partir d'un certain temps, ça modifie un peu l'état de conscience et de plus en plus l'état de conscience. Donc là, c'est toute une question de coaching, en fait, de calibrage, de jusqu'où on va, etc., comment on se fait coacher. C'est pour ça que il faut le faire dans un cadre très sécurisant avec quelqu'un de confiance parce que c'est une pratique qui est intensive. Et donc, au bout d'un moment, quand le mental commence à craquer, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et justement, il arrive que pendant une pratique, les personnes se mettent à pleurer, à rire, etc., en fonction de l'émotion qui ressort, parce que les barrières du mental sont levées. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Et c'est pas trop mon positionnement, mais d'autres personnes vont l'emmener vraiment sur la sphère même spirituelle et vont aller encore plus loin dans cet état modifié de conscience pour vivre d'autres expériences un peu plus mystiques. D'accord. Du coup, au niveau bien-être, ça a quel intérêt en fait? Ces techniques de respiration, de breathwork, ça sert à quoi? De façon très concrète et pratico-pratique. Pratico-pratique, ça a l'effet, je dirais, d'un gros sprint suivi d'une bonne douche. Ça décharge en fait d'un coup. J'ai des personnes qui s'endorment pendant en fait parce que juste elles étaient fatiguées, donc pouf, ça fait vraiment un effet de rechute. Ça donne beaucoup de clarté. J'ai des personnes qui ressortent de là en disant mais en fait mais si ça m'a dégagé de l'espace dans ma tête en fait le fait d'être coupée et en plus je le fais un peu à ma manière, je le fais en musique. Je m'autorise à des musiques même parfois électro, des fois Beyoncé, Maria Carey, enfin vraiment en fonction en fait de la thématique. Disney aussi, il y a eu Disney. Disney, c'était d'ailleurs tout le monde avait fini en pleurs parce qu'en fait ça réveillait l'enfant intérieur un peu aussi en nous. Donc c'était très émouvant. Et donc en fait pendant 75 minutes, personne ne regarde son téléphone, tout le monde est hyper concentré. Et en fait, cet état de concentration sur sa respiration crée de l'espace dans sa tête. Et quand on crée de l'espace dans notre tête, c'est là où on va les idées émerger, c'est là où, en fait, on a une sorte de clairvoyance. C'est vraiment le mot clairvoyance, il est ressorti plusieurs fois dans la bouche des participants. Et le troisième aspect, c'est l'impact que ça a, en fait, sur la confiance en soi. Je me souviendrai toujours d'une participante, d'une entrepreneur qui est sortie j'avais fait un atelier, c'était la loi de l'attraction, sur comment en fait en s'ouvrant au positif, on peut davantage avoir des croyances aidantes. C'était pas les trucs magiques qui tombent du ciel, non, c'était vraiment comment s'ouvrir et attirer de belles choses à soi par cet aspect-là d'ouverture. Et en fait, donc j'ai une entrepreneur qui est sortie de là et qui avait peur jusque-là de faire un post. C'était sur un autre canal sur Facebook
Et elle fait son post et le post part viral et en fait, c'est une créatrice, elle fait 1 000 € de vente cette soirée-là. Et elle a Trop été bien. bookée sur ses commandes pendant tout le mois. Et après, elle m'a écrit, elle me dit, c'est incroyable ce qui vient de se passer et tout, c'est magique. Donc je fais, bah non, en fait, t'as juste eu peur. Puis ensuite, t'as dépassé ta peur et tu l'as fait et ça a marché. Donc c'est chouette. Donc ça peut vraiment aller jusqu'au dépassement mindset, jusqu'à la prise de confiance en soi en se disant, mais en fait, c'est bon, là, je me suis sentie pouf, déchargée, clairvoyant et en plus en capacité d'agir. Trop Ça bien. fait tout ça. Ça donne envie. Je pense que c'est un peu les mêmes bienfaits que le sport, avec une bonne couche de coaching mindset, en fait. Bon combo. C'est ça. Ah, pas mal. Ouais. Et du coup, si on parle un petit peu de stress maintenant. Donc, je sais que c'est un sujet que tu connais bien, que tu abordes régulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Déjà, pourquoi est-ce que tout le monde stresse? Quel impact ça a? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien de stresser? Ouais. Dis-nous. Le stress, heureusement qu'on l'a, hein, parce que sinon on serait tous morts. C'est un mécanisme de défense. Et heureusement qu'on stresse. En fait, c'est juste un signal d'alerte qu'on perçoit par nos sens. La vue, l'ouïe, si on entend une alarme, le nez, si on a, je sais pas si on entend, si on ressent, une odeur de brûlé, voilà. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont perçues, qui se manifestent à l'intérieur de nous par un pic d'adrénaline qui nous prépare à l'action ou à la fuite. Donc, c'est un mécanisme de survie. Tous les animaux l'ont. Donc, c'est totalement naturel. Et heureusement, parce que nous, êtres humains, en réalité, on est sans défense. Donc, dans la nature, on vivrait pas très longtemps si on n'avait pas notre cerveau, en fait. Parce que du coup, on a notre peau qui est toute fine, on n'a pas forcément de griffes ou de venin, etc. Et donc, on se défend par notre intelligence. Et donc, le stress nous prépare à ce phénomène-là de protection. Donc, c'est un mécanisme de survie. Donc, tout ça, c'est positif. Et en réalité, même la catégorisation de positif, négatif, moi aujourd'hui je l'ai complètement déconstruite, mais en gros pour schématiser, c'est le stress est positif jusqu'au pic d'adrénaline, et puis ensuite quand le cortisol qui vient après l'adrénaline, qui dure dans le temps, là on tombe dans le négatif en gros. Mais en réalité, le stress c'est juste un indicateur, c'est un thermomètre. Ça monte dans le rouge directement, puis après ça redescend, puis ensuite c'est à nous de réguler. Donc oui, le stress a une part de positif. Faut complètement déconstruire l'idée que le stress, c'est mal. Et tout le monde stresse. Et je pense que le stress, aujourd'hui, est tellement banalisé qu'en réalité, tout le monde a pris pour acquis le fait de stresser. C'est même plus un sujet. Enfin, je veux dire, c'est même plus un sujet dans le sens où moi-même, quand je crée du contenu autour du stress, je trouve que j'ai moins d'impact que si je crée un contenu autour plutôt du dépassement de soi, de la recherche de productivité, etc. C'est beaucoup moins à la mode. Oui, mais pourtant, on voit quand même beaucoup d'études, je trouve, de choses qui sortent sur l'impact du stress, négativement sur la santé, sur le long terme, Oui, c'est juste en fait sa banalisation en réalité. Aujourd'hui, on arrive à démontrer que le stress est à l'origine de certaines maladies. Aujourd'hui, on arrive à voir qu'en fait, il y a une grande accélération sur la montée des maladies, notamment auto-immunes, des maladies dont on n'entendait pas parler il y a peu de temps en fait, et qui sont générées justement par ce stress-là, parce que le stress accroît tout ce qui est inflammation, notamment au niveau de l'estomac, et surtout... Bon, ça, je l'explique plutôt dans mon programme. Je vais peut-être pas trop détailler ici, mais en gros, quand on est stressé toute la journée, on sollicite beaucoup on sollicite beaucoup le système sympathique, le système du stress à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'en fait, tous nos nerfs, notamment un en particulier, est tout le temps tellement stressé en fait que il a du mal à signaliser quand c'est des vrais pics de stress. Et donc même la signalisation est modifiée et derrière ça peut effectivement engendrer des soucis physiques. Et je parle même pas après bien sûr des cheveux gris, de la peau qui s'assèche, des rides, etc., de la prise de poids due au grignotage. Et là on peut partir effectivement sur tous les aspects santé et bien-être au global. Et du coup, là-dessus, je sais que tu as justement cette idée, et c'est tout le programme que tu as sorti là, sur le fait de transformer son stress en énergie.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as quelques conseils, quelques astuces à donner là-dessus pour transformer justement ce stress en énergie? Oui. Parce que je pense qu'effectivement, tous les entrepreneurs qui nous écoutent sont stressés. Parce que être entrepreneur est déjà un stress en soi. Donc, je pense qu'il faut... je commencerai par séparer deux choses. Il y a le côté stress très pragmatique en fait pour les entrepreneurs, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs effectivement qui nous écoutent sur ton podcast, qui est dû numéro 1 à l'incertitude financière. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il n'y a pas de tabou. Enfin, si, il y a beaucoup de tabous sur le sujet, mais il n'y a pas de doute. Donc, en fait, il y a des aspects du stress où il faut juste identifier la cause et travailler pour clarifier les conditions, en fait. Donc, travailler sur ses projections, travailler sur la visibilité de son business, travailler sur sa vision, travailler sur sa trajectoire, travailler sur comment y arriver. Je vais enfin citer le mot business plan, etc. Donc, tout ça, c'est pragmatique. Ça allège un certain stress qui est le stress de l'inconnu. Tout ça, on arrive à le mettre en place vraiment via des actions, et c'est vraiment le premier conseil, c'est vraiment détacher en réalité quelles sont finalement les sources de stress sur lesquelles je peux tout simplement agir par ma réflexion. Et puis ensuite, il y a l'autre stress qui lui est plus de l'ordre du ressenti, qui est dû notamment à la fatigue, qui est dû au fait d'être un peu seul parfois, qui est dû au fait d'avoir une énorme charge mentale par tout ce qu'il y a à faire, l'exposition aux réseaux sociaux qui est hyper stressante, etc. Et donc là, c'est à nous de pouvoir le canaliser. Donc jusque-là, vraiment deux choses. Et dans ce deuxième type de stress, je peux encore décomposer en 3, et c'est là où le programme en fait est construit de la même manière. En fait, on commence toujours, moi dans mes types de protocoles, ce que j'aime bien faire, c'est toujours commencer par le physique, parce que c'est ce qui se ressent, c'est ce qui se comprend. En fait, c'est l'aspect le plus tangible. Donc on rentre dans son physique. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens des boules au ventre? Est-ce que je ressens une boule à la gorge? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin d'exprimer, en fait, de dire? Ça aussi, il y a énormément de choses qui déstressent juste en les disant, en les partageant. Donc ne pas hésiter à partager. Et je pense qu'à chaque fois, moi personnellement, un petit conseil, à chaque fois que je stresse sur quelque chose, juste je le dis, je le partage, et après ça passe, en fait, l'émotion est processée. Donc qu'est-ce que mon corps me dit? Mes 5 sens aussi, est-ce que je peux pas davantage les solliciter? Personnellement, j'écoute beaucoup de musique. Il y a énormément de personnes aussi qui peut-être moi j'ai un odorat pourri, mais des personnes qui sont peut-être sensibles aussi à l'odorat, qui peuvent associer énormément de moments bien-être avec quelques huiles qui sentent bon et des choses comme ça. Donc ça aussi, ça peut faire du bien physique. Et puis ensuite le mental. Alors le mental, moi je l'amène dans un second temps, en fait, parce qu'une fois qu'on rentre dans son corps, on arrive à davantage décrypter ses pensées, parce qu'on est davantage à l'écoute de soi. Quand on décrypte des pensées, et là on rentre dans le champ de tout ce qui est rumination, charge mentale. Est-ce que je me répète 45 000 fois la même chose sur une journée? Parce qu'en fait, toutes nos pensées se répètent. Et par exemple, je pense que ça, tu le sais très bien, s'il nous reste quelque chose sur nos to-do qu'on fait pas, la pensée va revenir jusqu'à ce qu'on la fasse. Ouais. Et donc voilà, autant la faire ou autant la déprioriser, mais juste ne pas la laisser là en mode turbine dans nos têtes. Donc ça, c'est vraiment l'aspect davantage mental. Et puis enfin, l'aspect émotionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé, qui a bougé en moi et que j'ai ignoré et qui est là un peu comme une cocotte minute à me dire des choses et donc à me stresser à l'intérieur de moi. Donc voilà, ça suit un cheminement qui peut être très logique. Et c'est ainsi que d'ailleurs que le programme est construit. Et tout ça, coïncidence, on arrive à le travailler avec la respiration. C'est pas beau. Donc tout ça avec la respiration. Et du coup, est-ce que t'aurais pas quelques petites tips là, juste si pour une entrepreneur là qui a du mal à gérer son stress avec la respiration, qu'est-ce qu'elle peut faire là maintenant tout de suite? Ralentir à l'expiration. En réalité, toutes les manières de respirer nous indiquent des choses. C'est juste que nous, dans la vie de tous les jours, on n'y fait pas attention parce qu'on respire de manière automatique. Mais si une entrepreneur stressée, donc là qui nous écoute, rentre à l'intérieur de sa respiration et juste compte par exemple 4 temps à l'inspire et ensuite 8 temps à l'expire,
là, rien que ça, déjà, ça va canaliser. Parce qu'en fait, quand on ralentit à l'expiration, c'est là où on arrive à directement ralentir. Et d'ailleurs, les respirations qui amènent le sommeil sont toutes des respirations qui ralentissent à l'expiration. Après, c'est pas une science nucléaire. Hein. Quand on est fatigué, quand on cherche à s'endormir, à ralentir, il suffit d'avoir des expires beaucoup plus prolongés. Et au contraire, quand on veut amener de l'énergie, c'est là où on va chercher un inspire qui est beaucoup plus gros. Donc, en gros, inspire, c'est ce qui me ramène de l'énergie, c'est ma pédale d'accélérateur. Et l'expire, c'est ce qui ralentit, c'est ma pédale de frein. C'est pas de la science nucléaire, mais je pense qu'on n'y pense quand même pas très souvent, en fait. On n'y pense pas, non. On n'y pense pas parce que c'est naturel, parce qu'on n'a jamais appris. Et puis, c'est quelque chose aussi qui se travaille. Il faut un tout petit peu de pratique, mais c'est comme toute chose, en fait. Plus on pratique, et plus c'est naturel, et plus c'est efficace. Forcément. Et du coup, est-ce que pour toi, l'organisation, c'est une alliée dans la gestion du stress ? Ah, carrément. Du coup, en quoi c'est une alliée ? Sur le premier plan qui était très pragmatique, je mets aussi l'organisation en fait parce que on peut toujours avoir une organisation intuitive, on peut toujours faire des choses au feeling, l'un n'empêche pas l'autre. L'organisation, c'est juste mettre un cadre. Et ce que je trouve très puissant avec l'organisation, c'est qu'en fait, ça nous instaure un socle et l'être humain a besoin d'habitude. Même les meilleurs sportifs de haut niveau sont des machines à habitude en réalité, ce qui laisse la place aux aléas. Et donc, plus on gère les habitudes de manière organisée, en fait, plus on décharge notre mental et plus on arrive à être plus serein. Et même si on a une journée qui se passe mal ou pas comme prévu, on arrive à se raccrocher à ces habitudes-là. Donc, ça fait un peu comme des ancrages. Ça fait un peu comme des socles stables en fait sur notre quotidien qui nous permettent de dégager beaucoup plus d'énergie et de temps sur les choses qui sont importantes. Oui. Et puis comme tu te disais, ouais, toute la partie même de charge mentale un peu que tu peux avoir et qui va te stresser, de te dire il faut que je finisse ça, il faut que je pense à ça, etc. Le fait de l'avoir, on va dire, organisé dans le sens où tu sais quand est-ce que tu vas t'en occuper, où tu l'as noté quelque part, etc. Je pense que ça aide aussi pas mal justement à se vider un peu la tête là-dessus. Exactement. Tout ce que je mets sur papier n'est plus dans ma tête. Et ce qui est génial, c'est que j'arrive quand même à le retrouver. Donc ça, c'est top. Si tu le mets sur Notion, c'est encore plus simple. Ah là là. Il y a une fonction recherche. Moi, Notion, je suis encore sur mes baby steps. Mais peu importe l'outil, je pense que Notion a vraiment de vraies vertus. Moi, j'ai comme objectif et comme ambition de pouvoir m'y mettre aussi, parce que tout le monde dit que c'est génial. Le papier a un peu ses limites, mais il est hyper important, je pense, d'être organisé sans que ce soit chiant, en fait, juste de se dire que c'est un outil qui aide, effectivement, et plus le business grossit, et plus ça aide. Oui. Et plus c'est nécessaire. Et puis même pour faire grossir un business, je pense qu'il y a un moment donné, c'est obligatoire. À partir du moment où, par exemple, tu veux travailler, collaborer avec d'autres personnes, il va falloir un minimum d'organisation pour pouvoir gérer ce que les autres personnes font, pour pouvoir encadrer le tout. Ça devient nécessaire. Tu ne peux pas laisser tout le monde en roue libre, dire chacun fait comme il veut. Totalement. Et puis, faut différencier productivité et organisation. En fait, on peut tirer sur la corde de la productivité. Moi, il n'y a pas de souci. On peut travailler le mental, le corps, le physique, les émotions pour être des vrais warriors. Mais au bout d'un moment, tu peux pas non plus tirer sur la corde. Donc, la productivité est limitée en termes de capacité. Donc, au bout d'un moment, il faut penser son organisation pour optimiser les process qui, eux, vont prendre le relais. Et j'ai déjà vu une entrepreneur qui me dit j'y arrive plus, je suis débordée, je bosse tout le temps. Je pense à -2 d'un burn-out réellement parlant. Et en fait, elle me dit mais je sens que si je travaillais sur moi-même, je serais encore plus productive. Et après, on décompose l'organisation de son entreprise et en fait, il y avait plein de choses qu'elle faisait par juste manque d'optimisation de process en réalité. Donc en plus, c'est culpabilisant. Donc autant optimiser ses process et être tranquille par rapport à ça. Oui, c'est un gain de temps, un gain d'énergie, un gain de tout, quoi. Le temps et l'énergie étant nos ressources les plus précieuses. Exactement. Et les deux sont liés, ouais. Clairement.
Et du coup, en parlant organisation, entrepreneuriat, on entend parler souvent d'équilibre pro-perso. Je sais que c'est un sujet aussi qui te tient assez à cœur, dont tu parles assez régulièrement. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ta vision là-dessus, sur qu'est-ce que l'équilibre? J'en parle régulièrement pour dire que je suis pas d'accord avec cette expression. Je trouve que c'est hyper illusoire. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut instaurer un équilibre pro-perso, en fait, en réalité. Tout s'interconnecte. On est à la fois dans le pro. Moi, là, par exemple, je te parle depuis chez moi. Je suis dans mon perso. Pourtant, je travaille. Je suis dans mon pro. Et en même temps, dès qu'on a fini l'enregistrement, je vais à nouveau retourner dans mon pro perso parce que je vais, par exemple, poster quelque chose, mais tout en étant tranquillement dans mon salon. Donc, est-ce que je suis en train de travailler quand je suis sur Instagram? Comment ça se passe? Et donc, en fait, ça veut absolument plus rien dire. Et pire, je trouve que c'est même créateur de frustration parce qu'on va aller chercher à faire du plus et du moins, du style, il faut que je finisse mes journées à 18h, comme ça je peux accorder du temps sur mon perso. Et donc, quand je suis sur mon perso, je suis frustrée de ne pas pouvoir travailler, etc. Donc, personnellement, comment j'ai déconstruit cette histoire-là, c'est par l'alignement. Quand on est aligné dans son business et dans son organisation, et quand on se donne en fait les bons outils, le comment pour mettre en place son pourquoi, là je trouve que c'est beaucoup plus logique. Typiquement, moi il y a des week-ends où je travaille, alors que en réalité, si je devais me conformer à la logique de l'équilibre pro-perso, faut pas travailler le week-end. Après, un équilibre, oui. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens imaginent cet équilibre en mode 50-50, où il faut des règles absolument fixes qui ne changent pas oui, je dois travailler en plus de 9h à 18h du lundi au vendredi et il ne faut pas déborder, sinon c'est pas bien. Je pense que tu le sais très bien, chaque personne a sa propre organisation en fonction de son fonctionnement et de ses ambitions. Donc déjà, ça varie d'une personne à une autre. Et moi, je sais que c'est un truc qui fonctionne pas avec moi. Moi, je suis une pile électrique 2-3 heures par jour. Le reste du temps, je me repose. En fait, j'ai vraiment besoin de beaucoup de repos pour fournir beaucoup d'énergie sur un minimum de temps. Et du coup, travailler de 9h à 19h me convient pas. Parce que je sais que de 9h à 19h, je vais être efficace que finalement 3-4 heures. Mais que si je pouvais travailler, par exemple, de midi à 22h, je pourrais faire beaucoup plus de choses. Ouais, c'est vraiment une notion à déconstruire. Pas voir ça en mode équilibre. Voir ça vraiment comme un équilibre de ce qui te permet de te sentir bien, en fait. Comme tu dis, de se sentir aligné entre tes actions que tu fais et tes objectifs et ta vision et ton pourquoi et ce qui est important pour toi et tes priorités du moment, qui sont pareilles, qui évoluent aussi dans le temps. C'est-à-dire que oui, c'est pareil, c'est pas 50-50 et ça change aussi suivant les moments. Ouais. Il y a des moments qui vont être potentiellement plus focus sur le pro, plus focus sur certains projets, des moments où on va vouloir complètement relâcher. C'est ça. Et je suis d'accord avec le mot priorité. Je pense que pour l'équilibre pro-perso, si on peut donner 2 tips, c'est exactement ça. C'est l'effort de priorisation. En fait, je classe mes priorités et puis je vois lesquelles doivent être faites là. Et en fait, la deuxième chose, c'est pouvoir dire non aussi. Dire non, effectivement, aux autres, mais dire non à soi. Petite anecdote, moi, pendant 2 mois, j'ai arrêté les consultations individuelles. Pendant 2 mois, j'ai pris le pari de me dire je pourrais pas développer les ateliers et puis j'avais envie de sortir un programme si je continue les consultations individuelles. Donc, c'était un manque à gagner sur 2 mois, mais j'avais assez d'arguments pour pouvoir prioriser les ateliers et le programme. Donc, c'est des arbitrages. Ouais. Et c'est pas toujours facile de dire non. Encore plus, je pense, en tant qu'entrepreneur, où on a souvent plein d'idées, plein de choses qu'on a envie de faire. Oui. Et justement, il faut arriver à choisir, à prioriser et à dire ça, non, même si ça veut pas dire non définitif, plus jamais de la vie, je ne penserai à ça, mais d'arriver à se dire ça, c'est intéressant comme idée, mais c'est pas forcément le bon moment, quoi. On verra plus tard. Exactement. On a l'impression qu'on est toujours sur une course après la montre, mais en fait, oui, mais ça va jamais s'arrêter. Donc finalement, les consultations individuelles, si un jour je les reprends, ça arrivera. De toute façon, je vais les reprendre un jour. C'était juste une question de temporisation, en fait. Il y a
tout le sujet de la priorisation des projets et priorisation des tâches. Je pense qu'on pourra parler encore pendant des heures. Ah oui, et puis ça peut avoir des impacts stratégiques hyper forts. Moi, je pense que si sur ce premier semestre, j'étais restée sur mes consultations individuelles et si j'avais pas cette latitude-là de pouvoir développer autre chose, à mon avis, j'aurais eu moins d'impact. Donc, tout est une question aussi de vision, d'envie, de se dire dans quoi est-ce que je suis aujourd'hui la plus compétente et où est-ce que j'ai envie de m'améliorer et travailler là-dessus. Clairement. Et où est-ce que je veux aller aussi? Et comment est-ce que ça s'inscrit, on va dire, de façon même globale, que ce soit au niveau du business et au niveau perso, puisqu'au final, comme par exemple, moi j'ai arrêté les coachings individuels, sauf cas vraiment exceptionnel, je n'en fais plus, et c'est aussi par rapport au fait que j'ai décidé de déménager et de voyager à l'autre bout du monde avec 6 heures de décalage horaire, et que donc du coup, il y a un moment donné, il faut arriver à ce que les deux soient équilibrés, possibles à gérer, et que ça se fasse correctement, quoi. C'est ça. Je pense qu'il faut faire des choix dans les deux cas, oui. Et gérer l'ensemble, quoi. Et c'est au final ça, en fait, trouver cet équilibre. Arriver à faire aussi des choix en fonction de nous. Exactement. Et du coup, donc tu as sorti là récemment, très récemment, un peu moins récemment quand cet épisode sortira, du coup. À l'heure où on parle, ça fait 3 jours. Voilà. Du coup, c'est un challenge. Donc, c'est 21 jours pour apprendre à mieux gérer son stress et à le transformer, du coup, en source d'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que sur tout l'épisode de podcast, on a repris les ingrédients du programme. Alors même qu'on n'avait pas spécifiquement fait préparer. Simplement, ce programme, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Challenge ? C'est pour vraiment se défier sur le fait que je mets une intention, un objectif pour relever le challenge. Donc, je viens pas en mode touriste. Si vraiment vous êtes en mode touriste, faut pas y aller. C'est vraiment, je mets cette intention-là de prendre soin de moi et de m'occuper en relevant le challenge. C'est un challenge qui se décompose en 21 jours. Le chiffre 21, je pense que tu le sais, mais en gros, historiquement, il faut 21 jours au corps, en fait, pour pouvoir s'adapter après une chirurgie. C'est un chirurgien esthétique qui est sorti avec ce chiffre-là. Et le monde du développement personnel, l'a repris. Et du coup, maintenant, on dit 21 jours pour une transformation habituée, déshabituée. Donc voilà, sur 21 jours. En fait, moi, honnêtement, ça me permettait de décomposer surtout sur 3 semaines où la première semaine, on est sur une phase physique, la deuxième semaine mentale et la troisième émotionnelle. Donc vraiment sur les 3 phases pour apprendre à s'écouter. Et sur chacune des phases, comment est-ce que c'est construit ? Par 2-3 jours, on commence à comprendre les choses, à commencer à ressentir. Et puis c'est là où en fait on s'expose au stress par la méthode du breathwork. Donc on vit une montée d'adrénaline en fait. On sent une montée par justement cet effet d'hyperventilation et on apprend à la traverser. Et en fait, quand on fait ça, on arrive à transformer son stress en source d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte de cette énergie-là qui monte dans notre capacité de prise de décision quand l'adrénaline nous vient. Et derrière, on le traverse, en fait, on le dépasse. Donc, on déconstruit complètement cette idée de le stress est mauvais, le stress est bloquant, etc. Non, je l'ai fait et j'arrive à le dépasser. Et on fait ça, du coup, 3 fois sur chacune des phases. Donc, on comprend, on déconstruit et on reconstruit derrière. Et l'objectif, c'est que ce soit vraiment un challenge à relever au départ. Mais en réalité, il y a 21 exercices à faire qui sont quand même beaucoup plus sympas que de traîner sur YouTube, sur des méditations. Le soir, on n'arrive pas à dormir. Et on se prend des pubs sponsorisées dans les oreilles alors même qu'on est à 2 doigts du sommeil. Donc là, ce serait en fait, c'est mon ambition, et j'en rigolais récemment en story, en fait, mon ambition, c'est vraiment d'en faire une bibliothèque bien-être pour accompagner les entrepreneurs sur leur quotidien et qu'en fonction de leur mood, en fonction de leur objectif, en fonction de leurs envies, qu'ils puissent récupérer en fait l'exercice qui leur a fait du bien et qu'ils le refassent. Et c'est voué à être alimenté, à devenir un peu la Bible bien-être pour se sentir mieux et profiter de son entrepreneuriat, parce qu'on oublie aussi que finalement le stress, la fatigue, tout ça nous fait perdre un peu de vue le côté beaucoup plus stimulant, alors que l'entrepreneuriat de base en fait a beaucoup de vertus aussi sur l'accomplissement de soi et c'est une chouette aventure. C'est beau, ça donne envie.
Go. Donc, du coup, c'est un programme qui s'adresse aux entrepreneurs en particulier? Ouais, j'ai commencé par les entrepreneurs. Étant moi-même entrepreneur, en fait, j'étais proche du terrain et j'étais vraiment dans une bonne vibe pour le faire, pour l'adapter. Et puis les entrepreneurs sont vraiment à la recherche, en fait. Je n'ai jamais communiqué sur les techniques que j'ai utilisées à l'intérieur de ce programme, mais en réalité, il y a toutes les techniques qu'on voit un peu se développer dans l'écosystème d'entrepreneurs. C'est-à-dire que tout ce qui est sophrologie, auto-hypnose, gratitude, PNL, affirmation positive, cohérence cardiaque, tout ça est dedans. Beau programme. Ouais. C'est pas parce que c'est le mien, mais je le trouve bien fait. Je trouve que ça correspond bien aux entrepreneurs. Évidemment que ça n'exclut pas les salariés, mais en fait, là, il a été pensé pour, sur la 3e semaine, libérer la créativité, être davantage productif, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien pensé pour l'écosystème des personnes qui sont à la recherche d'un mieux-être et aussi plus de performance. Sachant qu'on est sur le podcast Entrepreneur Productif, je pense que ça risque de parler à pas mal de monde. Je mettrai du coup le lien du programme de la page d'inscription, de la page de vente directement dans les notes de l'épisode. Est-ce que si des personnes ont envie de te contacter, ont envie de te suivre, ont envie de discuter avec toi, sur quel réseau, où est-ce que tu veux qu'on les renvoie? C'est le moment auto-promo. Ouais. C'est le moment où en fait, donc il y a pas beaucoup de Sarah avec 2 R, donc ils peuvent me retrouver sur Instagram, Sarah Saidi, S-A-2-R-A, S-A-I-D-I, sur LinkedIn aussi, sur mon propre podcast qui s'appelle Rythme ton flow, toujours avec cette notion de rythme à la musique et puis le flow avec la performance et la concentration. Et sur mon site web, sarahsaidi.com, qui est live aussi depuis 3 jours. Et puis voilà, c'est suffisant normalement comme couverture du web. Normalement, c'est bon. Si quelqu'un veut te contacter, il a les moyens de le faire. Qu'il n'hésite pas. Et puis de toute manière, même sur les réseaux sociaux, en fait, je prends beaucoup de plaisir à déconstruire un peu les préjugés. Et puis je suis dans une communication très... beaucoup axée sur le non prise de tête. Mais je pense que ça, c'est aussi parce que je suis un peu réfractaire à tout ce qui est bullshit et tout ce que j'ai pu voir aussi un peu dans le salariat en termes de... Ce que j'allais dire, c'est prendre le sens contraire des expériences précédentes. C'est ça. Je suis dans ma période un peu plus révoltée là, donc... Trop bien. Bon, je mettrai tout ça de toute façon dans les notes de l'épisode. Du coup, pour clôturer l'épisode, la dernière question du podcast, est-ce que tu pourrais nous partager le meilleur conseil que tu aies reçu en termes de productivité, que tu aies lu, que tu aies reçu, qu'on t'ait donné, que ce soit un conseil, une technique, quelque chose que tous les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi? Oui. Il y a un conseil qui m'a marqué et il a été donné par un élève de 17 ans, Elliot Meunier, déscolarisé, insolent. Il a vraiment une identité forte, il communique pas mal sur YouTube et je trouve ça hyper intelligent. Enfin, c'est très, en tout cas, dans l'air du temps. C'est s'organiser en fonction de ses émotions. Lui, son principe, c'est de dire, en fait, je m'organise quand je suis sur des pics d'envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis sur une émotion forte de beaucoup lire, je vais beaucoup lire et je vais rentabiliser cette lecture-là parce que c'est mon énergie qui me l'indique. Si là, je suis, par exemple, dans une envie de finalement courir un marathon, je vais en profiter pour aller courir un marathon, ça me fera un accomplissement de plus. Et en fait, il gère comme ça. Et il gère son planning aussi comme ça en se disant, je vais m'accorder vraiment des plages horaires de libre pour venir maximiser cette envie-là, une émotion dont j'ai envie de profiter en fait à mon momentum. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste déconstruit tout l'aspect contrainte. Alors du coup, je me dis, est-ce que c'est un peu utopique ou pas? Mais nous, en réalité, dans le monde de l'entrepreneuriat, on a ce pouvoir-là de pouvoir nous organiser. Et si demain, finalement, on a une émotion très forte, je sais pas moi, de finalement davantage se tourner vers de la vidéo, au contraire du contenu écrit ou des choses comme ça, go, en fait, on a la totale liberté de le faire. Et plus on est dans une émotion forte de réaliser des choses, et plus on est productif, en fait.
Je pense que vraiment, écouter cette part de soi pour monter en productivité, c'est quelque chose de super puissant. C'est ce qui d'ailleurs m'a amené à monter les ateliers. Hein. C'est que je sentais que là, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. C'était vraiment ça qui allait transformer le maximum de monde et qui allait avoir le plus d'impact. Alors, go. Ouais, bah de toute façon, c'est sûr que quand on fait les choses avec une énergie de j'ai envie de le faire et pas parce qu'il faut que je le fasse, c'est sûr que c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Bah déjà, ça nous donne de l'énergie, ça nous motive. Voilà, il y a le côté envie, quoi. Ouais. Et généralement, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour justement kiffer ce qu'on fait, kiffer notre activité et pas juste subir et enchaîner des il faut que toute la journée, quoi. Exactement. Alors, autant en profiter. Ouais. Très bon conseil. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Ben, merci à toi, en tout cas, pour tous ces conseils, toutes ces techniques, toutes ces pépites. Et puis, du coup, passe une très bonne journée. Merci à toi, Milena. À bientôt. À merci plus. beaucoup. Bye bye. Salut.